Mon nom est Damien Kotandriopoulos. Je suis professeur à l'École des sciences infirmières de l'Université de Victoria. J'ai été auparavant professeur à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal pendant plusieurs années. Je suis un chercheur en sciences infirmières, mais pas infirmier de formation. Ma formation est en santé publique pour le doctorat et en sciences politiques pour le postdoc. Je travaille sur l'élaboration des politiques de santé de façon générale, le financement des systèmes, l'organisation des soins de première ligne, la rémunération médicale. En gros, les différents facteurs au niveau macro qui affectent l'accès aux soins de la population. La COVID est arrivée comme une catastrophe annoncée. Je pense que ça, c'est un premier élément qu'il faut voir. Le domaine de la santé publique, à l'échelle internationale, tout le monde savait qu'un jour, l'humanité se retrouverait confrontée à un pathogène très contagieux et dangereux. On s'attendait probablement à quelque chose comme une nouvelle variété de la grippe. C'est ce qui est arrivé il y a une centaine d'années avec la grippe espagnole qui n'était pas espagnole. Mais les structures de santé publique, normalement à l'échelle mondiale, se préparaient depuis des décennies à faire face. Ce qu'on a vu avec la COVID, c'est une série de choses imprévues. D'abord, malgré la préparation en théorie, beaucoup de pays se sont ramassés, en fait, largement sous-préparés. Ça a été le cas, je dirais, de la majorité du Canada, mais on n'est pas les seuls, on n'est pas les pires, car il y a les États-Unis, mais plusieurs pays riches se sont retrouvés pas prêts à faire face à l'épidémie. Donc, il y a des leçons à prendre de ça, c'est-à-dire même devant un événement que sur le plan rationnel, intellectuel, on sait probable, nos sociétés se sont pas révélées capables de forcément anticiper. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est peut-être plus fondamentalement sur l'offre de soins. Depuis très longtemps, maintenant, plusieurs décennies, la logique dans laquelle on gère les systèmes de soins, les hôpitaux, les soins de première ligne, c'est une logique d'optimisation de l'efficience. Produire le plus de soins possible pour le moins de ressources qu'on investit. Cette logique de maximisation de l'efficience, là, elle est vraiment liée à une approche idéologique néolibérale, à une pression fiscale sur les États. Il y a plusieurs sources, mais on gère les systèmes de santé comme un peu une chaîne hospitalière gère son offre d'hébergement. On veut avoir 80-90% de taux d'occupation parce que si on a beaucoup de chambres vides, beaucoup de lits vides, finalement, on paye pour des soins que personne ne consomme. Et ce qu'on a vu face à la COVID, c'est que si on pousse cette logique-là assez loin, les systèmes, puis le Québec est un exemple particulièrement impressionnant là-dessus, les systèmes qui, année après année, depuis très longtemps, chaque hiver, la grippe arrive et le système est à son extrême limite. Les urgences débordent systématiquement, le réseau est sous pression. Les systèmes qui sont comme ça, où une grippe normale annuelle est trop, se sont ramassés avec une incapacité de faire face à la demande liée à la COVID. Donc là aussi, il y a des leçons très spécifiques sur l'offre de soins. Nos sociétés ont des structures dans lesquelles on est prêt à investir massivement sans que ça rapporte rien. Le plus connu, c'est tout l'appareil militaire. On investit beaucoup d'argent en espérant que ça ne serve jamais à rien. Donc, c'est des ressources qui sont là au cas où. C'est une sorte de police d'assurance. La santé n'a pas été, ces dernières années, financée sur une base similaire. Et actuellement, on peut se demander si nos États ne devraient pas repenser la façon dont on investit dans les soins de santé pour non seulement couvrir la demande normale, mais anticiper que de temps en temps, il faut être en mesure de faire face à des choses qui sont au-delà du normal. La COVID n'est pas arrivée comme étant quelque chose d'inattendu. Encore une fois, depuis très longtemps, toutes les structures de santé publique savent qu'un jour, un pathogène dangereux et contagieux se répandrait à l'échelle mondiale et que l'humanité devrait y faire face. Et puis là encore, on peut faire des parallèles avec d'autres choses dans nos sociétés. C'est difficile en santé publique de ne pas faire un lien entre la COVID et les transformations au niveau écologique, climatique, destruction de l'environnement. Ça a en commun un certain nombre de choses. Du point de vue de la santé publique, c'est des menaces majeures à l'équilibre de l'humanité. On sait
que si on fait rien, le niveau de pollution et d'émissions de gaz à effet de serre de façon massive nos sociétés. Tous les modèles suggèrent qu'il va y avoir des centaines de millions de morts qui sont associés à ça. Actuellement, la pollution atmosphérique tue des centaines de millions de personnes chaque année. Et même si on le sait, peu de choses semblent être faites, ou en tout cas, peu de décisions suffisamment sérieuses semblent être faites. La COVID, c'est différent, c'est un pathogène contagieux, mais de la même façon, on savait qu'un jour ça arriverait, on s'est préparé en théorie. Quand c'est arrivé, on s'est rendu compte que beaucoup de pays n'étaient pas prêts. Par contre, il y a aussi une leçon à tirer de la COVID sur la réaction des sociétés. Même si les sociétés n'étaient pas prêtes, même si à l'échelle mondiale, tout le monde a réagi dans l'urgence, la COVID a illustré que si les États décident d'agir de façon radicale et rapide, ils sont en mesure de le faire. Il y a tout un discours qu'on a entendu beaucoup qui dit wow, les États en 2020 n'ont plus beaucoup de pouvoir, les leviers sont ailleurs, compétition, l'économie, internationalisation, accords internationaux, on peut rien faire. Et là, on se rend compte qu'en fait, si un État décide de prendre des mesures drastiques, de dire aux gens qu'ils n'ont pas le droit de sortir de chez eux, de littéralement fermer l'économie du pays, de fermer les frontières, on peut le faire. Personne n'aime ça. Mais ça élargit probablement l'horizon de ce que, là encore, si on regarde les défis auxquels l'humanité va faire face dans les 20, 30 prochaines années, ça nous ramène sur le fait que quand on veut, on peut. Si on regarde la réaction à la fois à la première vague et à la deuxième vague, d'un point de vue de santé publique, est une réaction on est revenu à la base de ce qu'on sait en santé publique pour limiter la transmission. Et c'est difficile de ne pas faire un parallèle avec des idées qui sont très vieilles. Si quelqu'un prend la peine de relire, par exemple, les textes de Foucault sur le contrôle de la peste ou des épidémies, la description que fait Foucault de ce que les sociétés ont fait confrontées à la peste, avec la mise en place d'une structure qui quadrille la ville, avec la mise en place de mécanismes de contrôle du comportement individuel, avec la séparation entre les malades et les bien portants, on a vécu en pratique une réaction qui s'apparente beaucoup à ça. Puis quand je dis ça, je dis c'est absolument pas une critique. Ça montre simplement que par rapport à des choses comme un pathogène infectieux, malgré la technologie, malgré les progrès de l'humanité, ce qu'on sait faire pour limiter l'épidémie, c'est se séparer humainement les uns des autres, juste pour créer une distance, c'est porter un masque, c'est s'assurer d'essayer de prévenir les endroits ou de fermer ou d'empêcher l'accès aux endroits où les gens se rassemblent en grand nombre. Tout ça, c'est assez low-tech. Donc, et malgré tout, quand on regarde les endroits les différentes juridictions qui ont réussi à contrôler l'épidémie sont jusqu'à maintenant les endroits qui ont de façon judicieuse et persistante maintenu des mesures simples, distanciation physique, port du masque, identification des cas, dépistage des foyers d'infection. Les endroits qui ont fait ça de façon systématique ont bien contrôlé l'épidémie. Les endroits qui ont mal contrôlé l'épidémie ont fait exactement l'inverse. Donc, on réagit lentement, de façon désordonnée. On imposé des mesures drastiques un peu à côté de la cible. Et puis ensuite, quand ça a commencé à aller mieux, puis je pense que c'est ce qu'on voit actuellement, plusieurs endroits ont contrôlé finalement la première vague après un certain nombre de mois. Et quand les cas ont diminué, ils se sont dit, c'est fini, on peut tout revenir à la normale. Et là, on massivement démantelé les stratégies de contrôle. Ça marche pas. Donc, jusqu'à ce que on ait peut-être un vaccin, puis là encore, on saura quand on en a un, ou que l'humanité s'habitue à vivre avec la COVID, on peut pas penser que on va pouvoir vivre comme on vivait avant. Sur le plan de l'intervention concrète, si on regarde de façon générale comment la recherche scientifique a fait des progrès, par exemple dans le domaine des vaccins, etc., l'essentiel de la recherche scientifique est financé par le biais des gouvernements,
la taxation générale. Et quand on regarde à l'échelle mondiale, c'est clairement ce qui marche le mieux. Maintenant, on vit dans une société dans laquelle la, là encore, si on revient aux éléments fondamentaux de la santé publique, il y a les quelques trucs où je pense qu'en santé publique, tout le monde est d'accord. Un des facteurs centraux qui expliquent la santé des populations et la santé des individus, c'est l'absence d'écart de richesse trop important. Les sociétés dans lesquelles l'écart entre les plus pauvres et les plus riches est maintenu dans un niveau raisonnable. Ces sociétés-là sont plus en santé, tout le monde, pas juste les pauvres, tout le monde, les riches aussi. Ces sociétés sont plus heureuses quand on regarde comment les gens perçoivent leur vie. Ces sociétés sont plus optimistes sur l'avenir. Et quand on regarde par rapport à ce qui s'est passé avec la COVID, on peut prendre, peut-être la Suède sera un outlier, mais on prend les pays du nord de l'Europe, on prend des pays comme le Canada, majorité des provinces, c'est des pays qui ont réussi aussi à faire face de façon plus organisée que les autres face à la COVID. On regarde les endroits où ça a vraiment mal été, par exemple États-Unis, Brésil, beaucoup de l'Amérique latine, sont des pays qui, au contraire, ont refusé de mettre en place des mesures sociales et fiscales qui permettent de limiter l'écart des riches et des pauvres. Alors ça, quand on fait le lien avec la philanthropie, c'est difficile de pas pointer le fait que la philanthropie repose en grande partie sur le fait que certains dans la société sont en mesure d'accumuler une quantité de richesse qui est à ce point disproportionnée qu'ils se sentent obligés d'en redonner un peu à la société. Une fois que ça existe, on peut comprendre qu'on peut se poser la question de savoir de quelle façon cet argent-là pourrait être investi d'une manière plus ingénieuse. Mais sur le vrai cœur du problème, jusqu'à un certain point, la philanthropie permet de façon imparfaite et très, très partielle de régler des problèmes où, à la base, l'accumulation de richesses qui a rendu la philanthropie possible est la vraie cause du problème. Donc ça, c'était mon aspect plus global sur à quel point la philanthropie est une réponse au problème. Probablement pas. La philanthropie est probablement une approche qui permet à des sociétés qui ont un sérieux problème de concentration de richesse de peut-être contrôler de façon imparfaite et sous-optimale. C'est le problème fondamental. Maintenant, où mettre l'argent? Dans les choses qui ont été visibles partout pour la COVID, les gens disaient on est tous pris dans la même tempête, mais d'autres ont répondu ouais, mais on n'est pas dans les mêmes bateaux. Les populations vulnérables partout sont en ce moment touchées de façon disproportionnée par la COVID. On parle des gens racialisés, on parle des gens qui ont les emplois les moins rémunérés, on parle des femmes, et en particulier des femmes qui sont monoparentales. En fait, tous les facteurs qui dans la société font qu'un individu se retrouve moins favorisé semble aussi être associé avec le fait que cette personne-là a plus de chances d'attraper le virus et si elle l'attrape, a plus de chances d'avoir des conséquences graves avec le virus. Puis quand on parle de plus de chances d'attraper le virus, c'est colossalement plus de chances. Donc, les interventions de santé publique qu'on a mis de l'avant, là encore très médiévales, restez chez vous, séparez-vous, sont des interventions qui sont efficaces mais qui sont inéquitables. Elles sont beaucoup plus dures à vivre pour les gens qui sont les plus vulnérables. Si on dit à des gens, vous êtes obligés maintenant de rester chez vous et que vous habitez avec 8 personnes dans un demi-sous-sol de 3 pièces. C'est pas la même chose que quand on vous dit restez chez vous et que vous pouvez télétravailler de votre grande maison détachée avec un jardin et piscine, etc. La réalité est complètement différente. Et là où les interventions de santé publique ont marché, on dit aux gens, faites ci, faites ça, obéissez aux règles. Les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde, finalement. Elles n'ont pas le même impact pour tout le monde. Là où il y a probablement un rôle pour différents acteurs, y compris la philanthropie, c'est essayer de compenser en partie pour ces inégalités-là. Les populations qui sont les plus défavorisées par les mesures devraient être celles qui bénéficient aussi du plus de soutien. On peut penser, par exemple, les enfants qui, en ce moment, vivent dans des familles moins scolarisées, plus pauvres, avec moins de soutien pour l'enseignement à domicile. Ces enfants-là sont ceux qui ont le plus souffert dans la première vague, et si le futur continue à montrer vers une deuxième vague, c'est ceux qui vont le plus souffrir dans la deuxième vague. Il pourrait y avoir un rôle pour essayer d'offrir du soutien technologique, offrir par exemple des ordinateurs, de l'accès Internet, du soutien pédagogique pour essayer de soutenir les enfants dans leurs devoirs, dans leurs activités.
il y a besoin de soutien pour les gens qui vont se ramasser à perdre leurs revenus. Comment faire pour que les gens continuent à être hébergés, du soutien à l'aide au loyer. De façon générale, toutes les avenues qui permettent de faire en sorte de compenser l'inéquité que les interventions de santé publique créent involontairement, c'est certainement pas un but, mais tant qu'on n'a pas de manière non médiévale de lutter contre la COVID, les manières médiévales sont inéquitables. Il y a deux types d'interventions dans ce que vous décrivez quand l'État a fait appel à la bonne volonté des gens pour essayer d'aider dans une situation de crise importante. Je pense qu'il y a deux types d'aides. Il y a une aide où, en fait, l'État a fait appel à des bénévoles pour des tâches où les bénévoles ne sont pas les bonnes personnes. Puis quand je dis ça, c'est pas une critique de la bonne volonté ou du courage. Je veux dire, il y a des gens qui ont vraiment été héroïques dans les décisions qu'ils ont faites, mais c'est... par exemple, quand on prend les CHSLD qui se sont retrouvés aux prises avec des infections là, généralisées, les gens dont on avait besoin dans ces institutions-là sont des gens qui ont une expertise très poussée sur le contrôle des maladies infectieuses, sur la désinfection, sur les soins personnels. C'est des gens qui sont aussi suffisamment expérimentés dans l'utilisation des matériels de protection, les masques, les habits jetables, etc., pour être en mesure de se protéger eux-mêmes, pas juste, c'est déjà fondamental de se protéger soi-même, mais aussi pour éviter d'être un vecteur de contamination des autres. Et puis finalement, toutes ces actions-là dans les CHSLD, elles reposent sur le fait que une des choses qui était complètement absente, c'est la coordination locale. Les cadres sont tombés malades, les infirmières-chefs sont tombés malades, les gens sont partis, il n'y avait plus personne. Puis je pense que c'est là où on a vu justement l'armée est arrivée. Pourquoi l'armée est arrivée? Parce que l'armée, c'est cette structure où on peut l'amener quelque part et ils ont leur propre structure de coordination. Ils sont comme faits pour être capables, quelle que soit la situation, de travailler en équipe de façon coordonnée, sans désordre. Bon. Donc, pour ce qui est de demander aux gens d'aller combattre l'épidémie, d'aller dans les institutions de santé fournir des soins, c'est probablement, rétrospectivement, pas l'endroit où des bénévoles ont la plus grande contribution. Là où il y a probablement beaucoup plus de bénéfices, c'est encore une fois dans le soutien communautaire, pour faire en sorte que les gens qui sont... un des facteurs qui semble avoir beaucoup contribué le fait que le virus se soit répandu largement dans certaines populations, c'est la défavorisation. Les gens, malgré qu'ils soient en mesure de savoir qu'ils étaient à risque d'être contaminés en allant travailler, malgré le fait que parfois ils aient des symptômes, sont quand même allés travailler, pas parce qu'ils sont inconscients, mais parce que c'était ça, ou perdre son loyer, pour être capable de payer, se ramasser à la rue, pas avoir un lunch pour donner à ses enfants. Donc les gens se sont retrouvés dans des conditions où en fait, ils ont contribué à l'épidémie parce que la société les a mis dans une position où ils ne pouvaient pas faire autre chose. Là, il y a clairement un rôle social pour soutenir les gens, pour éviter qu'ils se retrouvent dans une situation où ils n'ont pas le choix de faire des mauvais choix. Encore une fois, le logement, avant tout, c'est probablement le plus grand facteur de sécurité. S'assurer que les gens et un lieu sécuritaire ou habité dans lequel ils ne soient pas menacés constamment de se ramasser à la rue. L'alimentation, le soutien aux enfants. S'il y a un rôle dans lequel des organisations communautaires ancrées dans les communautés qui savent avec qui ils travaillent, qui savent de quoi les gens ont besoin, qui savent comment les approcher, là, il y a un rôle où le communautaire est central. Puis, historiquement, c'est aussi un rôle, on peut toujours dire la santé publique devrait le faire. La santé publique, historiquement, a été très, très, très nulle là-dessus. Généralement assez déconnectée des populations, généralement pas trop au fait de comment les gens vivent pour de vrai. Et donc, de faire passer les interventions de santé publique, y compris celles qui sont financées de façon philanthropique, par des interventions communautaires de gens qui savent à quoi ça ressemble la vie, dans ces communautés-là, c'est une avenue qui a beaucoup de potentiel. Une des faiblesses historiques de la santé publique, mais aussi de l'offre de soins, a été le fait que le réseau de la santé au Québec, mais c'est pas juste au Québec, là, c'est une des difficultés avec lesquelles les gros systèmes administratifs sont confrontés, c'est que c'est des systèmes qui fonctionnent avec des règles et des procédures qui sont lourdes, qui sont souvent peu adaptées à des situations qui sont fluides, qui changent rapidement, peu adaptées au fait que il faut
faire différent dans différents contextes. C'est pas la même chose d'intervenir dans un village en Gaspésie où il y a une éclosion de COVID ou dans une communauté particulière, dans un quartier défavorisé de Montréal. Les réalités sont différentes et nos systèmes de santé publique sont pas très forts pour l'adaptation. Historiquement, il y a toujours entre le réseau de la santé et le réseau communautaire de façon à ce que il y ait un échange. En échange de ressources et d'un soutien sur le plan de donner des mandats communautaires, les organismes communautaires ont pris sur leurs épaules une intervention de l'État. Donc, quand on regarde cette situation-là, il y a des choses qui sont désirables. L'ancrage dans les communautés, la participation des communautés dans les décisions, l'adaptabilité, la réactivité, tout ça, c'est extrêmement désirable. Il y a des choses qui sont moins désirables, c'est le côté où l'État ou le privé confie des mandats en faisant finalement de la sous-traitance moins chère, en donnant moins de ressources, en finançant moins bien, puis en se disant que après tout, si c'est des bénévoles. Et ça, c'est le but et pas de faire moins cher. Le but est de faire mieux. Si on devait penser à quoi semblerait un arrimage entre système public, philanthropie, qui soit un arrimage plus productif, ça serait quelque chose qui est centré sur la participation, la démocratie et la flexibilité, et dans lequel on fait bien attention de ne pas jouer sur la sous-traitance et la diminution des budgets. On fait pas ça à l'économie. Je pense que c'est le côté participatif va être central. Une des choses qui ressort avec sa deuxième vague, puis que tout le monde est en train dont tout le monde est en train de s'apercevoir, c'est que c'est très lourd sur le plan psychologique, sur le plan de la santé mentale, c'est très lourd socialement. Quand la COVID est arrivée, tout d'un coup, l'épidémie est arrivée, on s'est ramassé en lockdown et c'était la surprise. Et bon, les gens se sont dit, bon, c'est extrême, puis à un moment donné, ça va passer. Là, la deuxième vague arrive et on se rend compte que on est peut-être là pour le long terme. Tout le monde se croise les doigts en espérant qu'un vaccin arrive, qu'un vaccin fonctionne, mais pour l'instant, c'est pas une certitude. Et le prix qu'en fait on paye en ce moment sur la pression psychologique, santé mentale que tout le monde vit, c'est une pression extrêmement lourde. Beaucoup de gens souffrent. À tous les âges, dans tous les milieux. Et c'est pas dit que ça soit fini. Donc, les interventions qui sont décidées au sommet de l'État à partir de tel jour, telle mesure est en place, tel commerce sont fermés, telles pratiques sont fermées, vous pouvez inviter ci, mais vous pouvez pas inviter ça, sont encore une fois des mesures qui sont nécessaires si on veut contrôler l'épidémie, mais qui sont des mesures qui ont des effets secondaires aussi, qui sont importants. Plus on va être capable, sur le moyen terme, de faire en sorte que les décisions qui sont prises soient pas flexibles au sens de laisser les gens faire n'importe quoi, flexibles au sens où elles sont adaptées aux réalités des différentes populations et des différentes communautés, plus sur le moyen terme, on va être capable de continuer à contrôler le virus sans tous devenir fous. Et pour de vrai, là, à ma connaissance, personne ne sait exactement comment ça doit être fait. Mais dans les pistes qui sont plausibles, il va falloir que les mesures soient qu'il y ait un certain niveau de flexibilité, qu'il y ait un certain niveau de possibilité pour les gens de participer à la façon dont leur vie est transformée par la COVID. Et là-dessus, encore une fois, c'est l'implication des communautés, c'est une communication qui est démocratique, c'est des mesures qui sont pas uniformes pour tout le monde, indépendamment de leur réalité. Encore une fois, des mécanismes d'assurance que l'humanité se donne pour faire face à des menaces qui sont suffisamment graves pour que l'équilibre de la société dans laquelle on vit soit menacé ou que des centaines de millions de personnes se retrouvent menacées de mort. On sait que des menaces comme ça existent. La COVID en est une. On en connaît d'autres. Et nos sociétés, face à ça, on le voit maintenant, doivent prendre au sérieux le rôle de police d'assurance, de prévention, d'investir, pas quand c'est trop tard, mais d'investir avant. On regarde par exemple aux États-Unis, ils ont démantelé les unités qui visaient à préparer la société face à une épidémie quelques années avant que la COVID arrive. Et là, on peut juste se taper la tête sur le mur en disant mais quel genre d'individu prend ce genre de décision? C'est monstrueux, c'est criminel.
Mais par rapport à d'autres menaces, encore changement climatique, inégalité sociale, on sait que c'est des menaces graves et imminentes à la santé de la population mondiale. Donc, la population doit s'assurer d'essayer d'être certaine d'avoir fait le maximum pour que si ça arrive ou quand ça arrive, on ne soit pas pris au dépourvu. Face à ça, la philanthropie, on peut penser à des Bill Gates, par exemple, qui depuis des années investit pour des maladies orphelines, pour actuellement le vaccin. C'est sûr que ce qui est fait, c'est un pas dans la bonne direction, ça soutient des choses qui sont désirables, etc. La question qu'on peut se poser, c'est au niveau de l'humanité, est-ce que quelque chose d'aussi fondamental que se préparer face à des menaces mortelles, ça devrait être dépendant du fait que un ou deux individus colossalement riches sont non seulement colossalement riches, mais sont aussi suffisamment généreux, préoccupés et visionnaires pour se dire, ah, je vais faire telle intervention. Parce qu'il y a aussi de très nombreux multimilliardaires sur la planète qui investissent colossalement rien pour le bien-être général. Et donc, il y a cette question à se poser. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est la bonne approche? Ma réponse personnelle est non. Il devrait y avoir des mécanismes démocratiques liés probablement aux États qui font en sorte qu'on s'assure d'avoir une anticipation cohérente de base par rapport aux menaces face à l'humanité. Maintenant, si on regarde les gens qui investissent massivement pour encore maladies orphelines, sur l'accès à l'eau potable, il y a toute une série là, de philanthropes qui ont fait des choses importantes dans ce domaine-là. Tant mieux. Je veux dire, n'importe quelle contribution qui est faite de façon intelligente et qui un grand nombre d'individus d'en bénéficier est désirable, est un pas dans la bonne direction, est quelque chose que, au final, si ça aide, tant mieux. Donc, la réponse est peut-être à deux niveaux. Si est-ce que globalement, comme société ou à niveau de l'humanité, la vie est suffisante pour se dire que on va avoir fait le moment? Probablement pas. Est-ce que la philanthropie contribue à sauver des gens, trouver des vaccins, développer des interventions de santé publique innovantes? Ah, certainement. Il y a des gens, par exemple, George Soros en est un, philanthrope à grande échelle, colossalement riche, qui, de façon générale, centre son intervention sur d'essayer de promouvoir une transformation de la société qui éviterait que d'autres gens finissent par être dans la même situation que lui, aussi colossalement riches et puissants. Des interventions comme ça sont centrées sur le politique, transformer ou pousser nos systèmes politiques pour essayer d'éviter qu'ils favorisent à ce point l'accumulation de richesses et les écarts. L'éducation, absolument centrale. Bon, donc, est-ce que on peut, au niveau de la philanthropie, imaginer des gens qui utilisent le système, qui les a créés, pour essayer de faire en sorte que dans le futur, les sociétés soient des sociétés qui aient moins besoin de philanthropie. Jusqu'à un certain point, ce serait la philanthropie autodestructrice. Personnellement, si je regarde mes valeurs, mes opinions politiques, je dirais oui. La philanthropie qui viserait à faire en sorte que dans le futur, on n'en ait plus besoin, serait probablement le modèle ultime de quelque chose qui prévient les dommages plutôt que d'essayer de les guérir. Si on regarde l'intervention philanthropique sur le soutien à la recherche ou au développement des médicaments, si là encore on veut essayer de maximiser les bénéfices, on peut voir qu'actuellement avec la COVID, mais déjà dans le passé, la recherche est de plus en plus cofinancée par l'industrie privée et les gouvernements qui ont des programmes de subvention qui reposent l'un sur l'autre, ou encore par, et c'est très courant dans le domaine des médicaments, le gouvernement qui investit au début, là où les risques sont importants, et qui soutient les étapes préliminaires de développement des médicaments, là où encore une fois on gagne pas grand-chose et on prend beaucoup de risques. Et ensuite, c'est l'industrie privée qui prend le relais et qui prend en charge les étapes dans lesquelles il y a beaucoup de bénéfices et pas beaucoup de risques. C'est pas un partage qui est forcément très judicieux. Si on veut imaginer des gens qui
voulait investir de façon philanthropique, de façon à prendre le relais, des partenariats dans lesquels l'État continuerait à jouer son rôle de prendre des risques, de soutenir la recherche fondamentale, la recherche de base, mais qu'ensuite, au lieu que le relais et le profit soient pris par des joueurs qui sont privés à but lucratif, ça soit fait par des joueurs qui ont peut-être des ambitions de retour sur l'investissement, mais pas seulement, des ambitions aussi de maximiser le bénéfice social. Il y aurait clairement un équilibre qui serait plus désirable que ce qu'on voit actuellement. Puis finalement, dans l'intervention plus communautaire, encore une fois, on connaît les interventions qui sont les plus susceptibles de transformer les sociétés. Il faut intervenir pour essayer de soutenir à tout prix l'éducation, pour essayer de limiter autant qu'on peut les injustices qui existent dans la trajectoire scolaire. Plus on est dans une famille qui est riche et éduquée, plus on va réussir à l'école. Moins on l'est, plus on va rater à l'école. C'est un mécanisme de reproduction des inégalités. Si on veut intervenir à la source, on doit intervenir là où on brise ce cycle. On fait en sorte qu'un enfant qui naît dans une famille qui est moins favorisée ait autant de chances, idéalement, de devenir un jour quelqu'un dans la société qui est favorisé que n'importe qui d'autre. Et là, c'est probablement les interventions qui visent donc à contrôler les inégalités, soutenir l'éducation, favoriser s'assurer de briser le cycle de la reproduction sociale, sont celles qui, à moyen terme, vont avoir l'effet social le plus positif. Il y a deux sources, pour moi, fondamentales de légitimité pour se dire qu'on a une bonne raison de transformer la société. La première source, c'est la démocratie. Si collectivement, une communauté, une société a des valeurs et des objectifs qui sont assez largement partagés, c'est légitime d'essayer de les transformer en réalité. Puis la deuxième source, c'est l'aspect technique ou scientifique. Quand on a des connaissances qui sont dérivées d'une science crédible, qui disent, ben, écoutez, si on fait telle chose, on obtient tel résultat. C'est pas mon opinion, j'ai pas sorti ça de mon chapeau, mais en vue de la science actuelle, c'est ce qui nous semble vrai. Ces deux sources-là devraient idéalement être en dialogue et devraient faire en sorte que on trouve un équilibre entre ce que la société démocratiquement veut imaginer comme futur et ce que la science met de l'avant comme étant le lien causal entre si on fait ci, on obtient ça, et sur comment on obtient le résultat qu'on met de l'avant. Pour moi, c'est les deux sources qui devraient être mobilisées. Pour ça, de quelle façon les approches philanthropiques peuvent contribuer à ce jeu-là? Ben, pour moi, l'intervention, elle peut se jouer sur soutenir la démocratie locale. Puis là encore, j'ai beaucoup de mal à faire le lien avec un lobbyisme bienfaisant, mais au niveau très micro, faire en sorte que les gens soient éduqués sur la participation dans la société, les gens soient outillés pour faire part de leurs préférences. J'ai travaillé sur la participation publique, par exemple. Puis la littérature sur la participation publique, elle dit, si on consulte largement dans une ville pour savoir où on fait passer l'autoroute, vous pouvez être absolument certain que l'autoroute va pas toujours passer dans les quartiers défavorisés. Pourquoi? Parce que quand on va consulter tout le monde, ceux qui vont très bien s'exprimer sur la question, ceux qui vont défendre leur point de vue avec efficacité, c'est les plus riches, c'est les mieux organisés. Les autres, ils vont manger l'autoroute au milieu de leur quartier. Donc, quand on veut soutenir la démocratie, ça veut dire faire en sorte que la démocratie soit une réalité, c'est-à-dire que les opinions soient mises de l'avant et jugées, non pas en fonction de qui les dit, mais en fonction du fait qu'elles se connectent avec une expérience de tous les jours. Puis la deuxième avenue, c'est de soutenir la science au sens de faire en sorte qu'elle soit aussi détachée des intérêts économiques que possible, qu'elle soit aussi conforme aux standards au niveau international sur comment on peut prétendre savoir ou ne pas savoir quelque chose. Et faire en sorte que cette science-là soit aussi accessible à tous, qu'elle soit mise à disposition de la société, qu'elle soit pas centrée sur les intérêts de certains, qu'elle soit pas centrée simplement sur le développement de modèles technologiques dans l'intérêt de telle compagnie ou de tel secteur, mais qu'elle soit centrée sur la réponse aux besoins de la société. Et là encore, la philanthropie a un rôle en termes de
financer ce type de science ou en termes encore peut-être plus fondamentalement, de pousser les gouvernements à essayer de s'assurer que quand ils investissent, ils le font d'une façon qui soit dans l'intérêt plus global. Donc, si je reviens, selon moi, les deux bases sur lesquelles nos sociétés devraient se fonder pour prendre des décisions, dans les deux cas, on peut imaginer un rôle à la philanthropie qui vient soutenir ces réalités. C'est clair que les milieux, encore une fois, petite échelle, communautaire, et souvent qui travaillent dans des milieux plus défavorisés pour plein de raisons, c'est les contextes dans lesquels l'innovation est la plus, entre guillemets, facile. Je ne veux pas dire que le rôle est facile, je veux juste dire c'est les contextes dans lesquels les gens sont prêts à essayer, sont prêts à prendre des risques, sont prêts à faire différent parce que le habituel, ça marche pas. Donc, c'est clair qu'il y a un potentiel d'innovation qui est important dans toutes les approches communautaires proches du terrain. Là où c'est difficile, c'est de voir comment les innovations locales et les bonnes pratiques locales, tout d'un coup, deviennent généralisables. Et généralisable, c'est aussi important de mettre en avant, c'est pas du mur à mur. L'idée, c'est pas parce que ça marche à un endroit dans le village A, ça veut pas dire que ça va marcher de façon identique dans la ville C. Et ce passage-là, personne a le modèle parfait. Il n'y a aucune connaissance, aucun État, aucun gouvernement qui le fait parfaitement. C'est clair qu'on peut faire des progrès. Plus on va avoir des modèles de partenariat entre les structures publiques et les structures communautaires qui font en sorte qu'il y a une réelle volonté des deux côtés de collaboration. L'État est prêt à ajuster ses programmes de façon à ce que ça soit pas juste on fit dans les petites boîtes, donc on est financé, sinon il manque une petite boîte, vous n'êtes pas financé, ce qui est souvent dramatiquement frustrant pour les gens sur le terrain, mais qu'au contraire, il y a une volonté d'être intelligent puis de se dire, ce que vous faites, ça a l'air vraiment très bien. C'est pas exactement dans nos programmes, mais vous savez quoi, on va le faire marcher. Ça, c'est super important. Et de l'autre côté, une capacité aussi de se dire, on est en train de faire telle chose, comment on peut partager nos leçons, comment on peut faire en sorte que on trouve le pourquoi de sa marche, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux et qu'on rende cette information disponible à d'autres ailleurs. Et des deux côtés de l'équation, on n'a pas des modèles parfaits, mais plus on va essayer de comprendre comment on fait ça, plus on va avoir des bénéfices pour tout le monde. Mais par contre, une chose avec laquelle j'ai beaucoup de mal, c'est l'idée de se dire que quelque part, quelqu'un qui est devenu colossalement riche va venir expliquer à la société, en dehors de la démocratie et en dehors de la science, comment sa vision de notre futur devrait s'implanter. Ça, c'est une approche pour laquelle, personnellement, comme citoyen, j'ai zéro réceptivité. En quelques mots, la COVID est une crise majeure et annoncée où tout d'un coup, on se rend compte que ça peut être vrai. C'est pas la seule. Et on est vraiment au milieu d'une période au niveau écologique en particulier, dans laquelle l'humanité va se retrouver confrontée à des défis au moins aussi grands, probablement beaucoup plus graves que la crise de la COVID. Il y a quelques semaines, ici en Colombie-Britannique, on était dans un ciel rouge au milieu de la fumée. Et là, tout d'un coup, on se rend compte que la vie, si on ne peut pas respirer, elle est très courte. On a actuellement toutes sortes de données qui montrent que on est en train de vider les océans, couper les forêts, jouer avec le climat, jouer avec une pollution massive croisée à grande échelle. Tout ça, on le sait, et on sait que ça menace notre survie à long terme. Donc, c'est la crise de la COVID, ça devrait probablement pour moi être l'espèce de réveil où on se dit le modèle économique, social avec lequel on fonctionne est un modèle qui est absolument pas viable à moyen terme. On le sait. La seule façon par laquelle nos enfants, nos petits-enfants vont être en mesure de vivre une vie qui ressemble à ce qu'on aimerait qu'ils vivent, c'est si maintenant, tout de suite, nos sociétés sont en mesure de prendre un virage qui est mais radical
On ne parle pas de petits changements moyens que peut-être notre deuxième auto va être une auto électrique ou que on va s'acheter un troisième frigidaire avec une étiquette d'efficience énergétique. On parle de changements majeurs, massifs à nos sociétés qui doivent être faits maintenant, tout de suite. Et une des choses qui m'inquiète personnellement, c'est de voir que ces changements-là semblent pas être à l'agenda. Alors, comment est-ce que le réveil que la COVID a causé pourrait amener nos sociétés à tout d'un coup réaliser que il faut faire différemment, vite, tout de suite, maintenant, et qu'on est probablement capable de le faire. Et encore une fois, là-dessus, tous les acteurs communautaires, philanthropiques, gouvernementaux, citoyens, qui peuvent mettre l'épaule à la roue pour essayer de créer cette transformation-là, peuvent contribuer à la fin, probablement sauver la vie humaine telle qu'on la connaît sur la planète Terre.